Deuxième heure avec Bernard de Montréal, octobre 1983, le thème « La solitude ». Est-ce une forme de solitude face à l'impuissance devant un certain événement ou un problème quelconque? Si un certain problème nous obsède et que l'impuissance se traduit par le manque de volonté, malgré mille et un essais de le surmonter, que faire? Se résigner, l'accepter et attendre que le problème s'en aille de lui-même? C'est une question intéressante, ça. L'homme dans la vie est souvent assiégé par des événements qu'il ne peut pas, dans un certain temps, dépasser. Des événements qui semblent être au-delà de ses forces, au-delà de sa compréhension. Et l'homme doit réaliser que la raison pour laquelle ces événements-là sont construits dans sa vie, c'est pour l'amener à un certain dépassement quelconque, une certaine expérience quelconque. Et si l'homme n'est pas capable, pendant une certaine période, de dépasser ces événements-là qu'il vit, ce qu'on pourrait appeler la solitude qui relève de ces événements-là, il doit apprendre à attendre. Parce que le temps, c'est un facteur très important dans la vie. Et il y a des événements dans la vie qui sont liés au temps et qui apportent dans la vie une énergie qui dissout cette condition-là et qui permet à l'homme de continuer son chemin. On ne peut pas comprendre la vie sans comprendre le temps. Donc, les événements dans la vie sont programmés en fonction du temps. Ils sont connus des autres plans, ces événements-là. La preuve, c'est qu'il y a des médiums qui peuvent vous dire l'avenir. Alors, c'est à l'homme d'apprendre à vivre les événements en fonction du temps. Il essaie ce qu'il peut. S'il ne peut pas rien faire, il le réalise. Il vient d'autres événements qui lui donnent la force, l'énergie, et éventuellement, le nœud se brise. Mais l'homme, dans ces conditions-là, doit apprendre à travailler avec le temps. On ne peut pas avoir dans la vie l'énergie qui est liée à un événement avant que cet événement-là se produise. Donc, le temps, c'est très important. Une sorte de patience, pas une patience sans fin. À un certain point, il faut que l'homme agisse. Mais quand il agit, déjà, il a l'énergie pour agir, pour briser le nœud qui a créé cet embroglio, cette solitude, cette incapacité-là. Une autre question ici. Attention avec l'apologie du couple. Ça devient freudien et l'humain autosuffisant. Et quoi? Et freudien, point de suspension, oui. Et l'humain autosuffisant. L'humain autosuffisant. Oui, on dirait que quand vous parlez du couple, c'est comme si, avec le couple, tout est réglé. Dans le couple, on arrive à l'apothéose entre l'être en couple. Le couple. Quand je parle du couple, je parle réellement des individus dans le couple. Le couple, c'est une création de l'homme et de la femme. Et il y a dans la vie de l'homme et de la femme ou dans la vie d'un couple des événements qui peuvent mettre le couple en question. Mais dans la conscience du couple, dans la conscience de l'homme et de la femme, il y a une conscience derrière, en haut, au-delà de l'ego, au-delà de l'émotion, au-delà de l'intellect. Et c'est cette conscience-là qui peut éventuellement redonner au couple une certaine dimensionnalité. Et ceci fait partie de l'évolution du couple, ça fait partie de l'expérience des deux individus dans le couple. Le couple, c'est pas une marmite, c'est pas une condition qui, par elle-même, peut donner à un homme ou à une femme une joie de vivre. C'est simplement une condition à l'intérieur de laquelle l'homme et la femme se créent une joie de vivre. Il faut considérer le couple comme la création de l'homme et de la femme, mais non pas comme une imposition psychologique sur l'homme et la femme.
L'observation d'un couple d'un point de vue freudien, c'est simplement d'un point de vue psychologique. Moi, je regarde le couple toujours du point de vue de l'intelligence créative. Si l'intelligence créative fait éclater le couple, elle a ses raisons dans l'homme. Et l'homme et la femme pourront le comprendre s'il y a en eux de l'intelligence créative. Si le couple est maintenu par l'intelligence créative, selon même à l'encontre des événements, il sera maintenu par l'intelligence créative. Mais si l'homme et la femme ont de l'intelligence créative, autrement dit une force interne quelque part, qu'ils ne réalisent pas nécessairement tout de suite, mais qui est quelque part dans leur conscience, cette énergie-là reviendra pour reconstituer le couple. Ça dépend du plan de vie de l'individu, ça dépend de son lien émotif et mental avec sa conscience supérieure. Je crois que les hommes de la 5e race racine, nous, les hommes, les modernes, nous avons à découvrir les lois de notre conscience. Et lorsque nous découvrirons les lois de notre conscience, autrement dit les lois de l'intelligence, non pas les lois de l'intellect ou de l'émotion, nous réaliserons que notre intelligence est très puissante et qu'elle peut reconstruire, détruire, reconstruire pour raffiner ou amener une autre dimension dans le couple. Mais ça fait partie de l'expérience de chacun. Ça varie avec chaque couple. Il n'y a pas un couple pareil. Donc, il n'y a aucun couple qui peut être simplement mesuré à la lueur de la psychologie freudienne. D'ailleurs, la psychologie freudienne, c'est simplement une psychologie d'accommodation. C'est un outil intellectuel pour essayer de comprendre les grands mouvements obscurs de la conscience de l'homme et de la femme à l'intérieur d'un couple. La psychologie freudienne, c'est le début, c'est le mouvement embryonnaire de la psychologie. Ça va aller, la psychologie ira beaucoup plus loin que la psychologie que nous connaissons aujourd'hui. Quel serait l'autre aspect de la psychologie qui reste à développer? La nouvelle psychologie? La nouvelle psychologie sera le produit de l'intelligence réelle de l'homme. Autrement dit, elle sera le produit de la connexion entre le mental inférieur et ce que nous appelons l'intuition pure. Mais dans ce temps-là, ce ne sera plus l'intuition pure, ce sera l'intelligence pure. C'est l'intelligence pure qui dictera au mental les lois de la vie, qui expliquera au mental de l'homme le comportement humain, le comportement de l'esprit, les natures de la mort, la nature de la vie, la nature de l'astral, la nature de n'importe quoi. Donc, l'homme n'aura plus à visiter les aspects sombres de sa vie par la voie analytique. Il recevra, il saura par vibration les lois de cette vie-là. Est-ce que, un peu comme l'embryon qui grandit, qui grossit, qui devient un être, est-ce que tout ça, ces lois-là sont codées? Toutes ces lois-là font partie de l'énergie et elles deviennent codifiées dans le cerveau humain lorsqu'elles passent à travers les neurones, pourvu qu'il y ait un récepteur. Et le récepteur, c'est la conscience supramentale, autrement dit, c'est le développement entre les deux yeux d'un centre d'énergie suffisamment puissant pour absorber cette énergie-là. Y a-t-il un lien entre la glande pinéale et la glande pituitaire? Oui, il y a un lien entre ces deux glandes-là, parce que quand on parle de glande, la façon dont je vois le phénomène glandulaire chez l'homme, le phénomène glandulaire chez l'homme, c'est un phénomène qui est purement vibratoire, mais à différents niveaux d'octave. Vous avez une glande qui vibre à un certain taux vibratoire, vous avez un autre qui vibre à un certain taux vibratoire, vous avez un autre qui vibre à un certain taux vibratoire. L'énergie... Les chakras? C'est ça, ce que vous appelez les chakras. Quand l'énergie passe à travers ces centres-là, elle produit un choc. Le choc crée une manifestation. La manifestation devient le haut mental, le mental inférieur, l'émotionnel, et ainsi de suite. Donc, ce que nous appelons le système chakrique, c'est un système de réception. C'est comme s'il y avait, dans certaines parties de l'homme, le long de son centre nerveux, des parties qui sont d'ordre matériel, mais qui sont réceptives à une énergie qui n'est pas matérielle. Et le lien entre ces deux énergies-là, ou ces deux aspects-là de l'énergie, crée la conversion de cette énergie pure-là, qu'on peut appeler la conscience, si vous voulez, en une manifestation quelconque, qu'on appelle le mental, ou l'intelligence créative, ou l'émotivité, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous définir chacun des sept glandes, des 7 chakras? Lisez, il y a des livres sur ça. Je me suis intéressé à ces livres-là dernièrement, puis je me suis aperçu qu'il n'y en a pas deux qui disent la même chose.
S'il n'y en a pas deux qui disent la même chose, il y en a certainement deux qui relateront l'aspect de leur étude d'une façon qui peut être parallèle. Si nous regardons le phénomène des chakras du point de vue de la conscience supramentale, nous apercevons que les chakras sont simplement des portes, des fenêtres, par laquelle ou par lesquelles passe l'énergie, quelle que soit la dimension de la fenêtre, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est la manifestation. C'est seulement la manifestation. Si l'homme est capable d'enregistrer, de recevoir cette énergie-là, il y a manifestation. Le reste, c'est simplement de l'ésotérisme. On passe à une autre question ici. On demande de commenter, s'il vous plaît. Ne pas avoir besoin des autres est un signe de force et non de partage des émotions, des overflows des émotions. Ne pas avoir besoin des autres est un signe de force, c'est une preuve d'être connecté sur le supramental. Non. Ce sont des mots. Ça, ce sont des mots. Ce sont des mots qui créent de la philosophie. L'homme ne peut pas vivre sur une planète sans d'autres hommes. Alors, l'homme est obligé sur une planète, sur un plan invisible, d'être en connexion ou en interrelation avec d'autres êtres. Mais un homme conscient est un homme qui est capable d'échanger avec d'autres êtres. Il ne s'agit pas pour l'homme de ne pas avoir besoin des autres. Ça devient un non-sens. La société est beaucoup trop complexe. D'ailleurs, l'homme ne vit pas d'une façon unitaire sur une planète. Mais l'homme doit être capable d'échanger avec les autres. Il y a des gens dans le monde qui ont besoin des autres. Ça, c'est pas bon. Avoir besoin des autres, psychologiquement, c'est pas bon. Parce que les autres deviennent une béquille. Mais échanger avec les autres, c'est très créatif, c'est naturel, c'est bon, et ça fait partie des ordres de la vie. Le problème chez les gens, c'est que les gens ont besoin des autres. Quand je dis que l'homme n'a pas besoin de l'homme, je ne veux pas dire que l'homme n'a pas besoin de l'homme, je veux dire que l'homme n'a pas besoin de l'homme. Autrement dit, l'homme doit en arriver à être suffisamment centrique pour pouvoir échanger avec les autres, ne pas devenir une béquille pour les autres ou que les autres deviennent une béquille pour lui, mais qu'il y ait échange. Sans ça, il y a une perte d'énergie. C'est pas créatif. Donc, ce n'est pas un signe de force. C'est pas un signe de force. La force de l'homme n'est pas dans sa capacité de s'auto-identifier avec lui-même. Elle est dans sa capacité de s'identifier avec lui-même. Pas s'auto-identifier avec lui-même, mais de s'identifier avec lui-même. D'avoir son identité. Quand l'homme a son identité, quand il est plein, bon, il peut échanger avec d'autres hommes qui sont pleins. Mais s'il est plein, puis les autres sont vides, il devient une béquille. À ce moment-là, c'est plus bon parce que les autres seront obligés d'avoir un rapport avec lui. Et automatiquement, il perdra d'énergie. Faut-il faire confiance à l'intelligence pour mettre fin à sa solitude et par le fait même à celle des autres aussi? On ne peut pas faire confiance à l'intelligence parce que l'intelligence, c'est pas humain. L'intellect, c'est humain. L'intelligence, c'est une force, c'est une énergie qui passe dans l'homme, et l'homme peut faire confiance à l'intelligence seulement quand il peut se faire confiance à lui-même. Quand l'homme peut se faire confiance à lui-même, à ce moment-là, il peut faire confiance à l'intelligence, mais c'est parce qu'à ce moment-là, il a intégré l'intelligence en lui-même. Si l'homme n'a pas intégré l'intelligence à lui-même, c'est très dangereux de faire confiance à l'intelligence, parce qu'à ce moment-là, il va se mettre automatiquement en initiation. Donc, l'homme a deux façons de vivre sur la Terre. C'est mieux pour l'homme d'être ignorant et de faire confiance à lui-même seul, avec ses petits moyens, que de se penser trop conscient ou trop dans la conscience de l'énergie et de faire confiance à cette énergie et de souffrir, parce que l'homme peut souffrir énormément d'énergie parce qu'elle est très puissante. Donc, l'homme qui entre dans la conscience, ou l'homme qui devient conscient, ou l'homme qui travaille avec l'énergie en lui-même, ou qui vit de l'énergie en lui-même, doit apprendre constamment dans la vie à se protéger contre l'énergie. Et pour qu'il se protège contre l'énergie, il doit apprendre à ne jamais faire confiance à l'énergie, à ne faire confiance qu'à lui-même.
Et en faisant confiance à lui-même, il apprend lentement à intégrer l'énergie. C'est un processus qui est totalement un processus de superimposition. Moi, je ne fais aucune confiance à l'énergie. Je suis obligé, si l'énergie me crée des situations dans la vie où elle m'amène de la souffrance, je suis obligé éventuellement de mettre un arrêt à l'énergie. Donc, pour que je mette un arrêt à l'énergie, il faut que je fasse confiance à moi-même. Faire confiance à moi-même, ça veut dire rééquilibrer les conditions du rapport entre l'énergie et mes propres corps. Sans ça, l'homme deviendrait automatiquement serait constamment manipulé par l'énergie. C'est ça l'intégration de l'énergie. L'homme ne peut pas faire confiance à l'énergie, il doit se faire confiance à lui-même. Plus il se fait confiance à lui-même, plus il absorbe de l'énergie, plus il apprend à contrôler l'énergie, parce que l'énergie étant très intelligente, passe ou crée des situations où l'homme réalise qu'il a fait confiance à l'énergie, puis là, il apprend à ne pas faire confiance à l'énergie, puis un jour, ainsi de suite. Et un jour, l'homme ne fait plus confiance pantoute à l'énergie. Quand l'homme ne fait plus confiance pantoute à l'énergie, il est totalement centré, il est totalement dans son énergie, dans son intelligence, il est totalement dans l'intégration de l'énergie avec ses principes, donc c'est l'intégration du cosmique avec le planétaire. Parce que tout sert à l'énergie. L'énergie, ça sert de n'importe quoi dans la vie de l'homme pour rentrer. Mais là, justement, le mot confiance vient en ligne de compte, en parallèle avec la solitude. Si tu fais confiance à quelque chose ou à quelqu'un, tu n'es plus en solitude. Mais dès que tu apprends à ne plus faire confiance, mais à te fier qu'à toi-même, tu tombes dans la solitude. Non. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu te donnes l'impression de nier la solitude. L'homme ne peut pas se permettre de faire confiance à quoi que ce soit. Comme j'ai déjà dit, l'homme doit apprendre à ne pas croire. C'est très subtil quand je dis ça. L'homme doit en arriver à être centrique. Quand l'homme est centrique, à ce moment-là, il échange avec l'homme. Mais il est totalement dans son essence, il est dans son identité. Aussitôt que l'homme fait confiance à quelque chose, même s'il fait confiance à l'énergie, ou encore pire, s'il fait confiance à quelqu'un, il s'assujettit à une condition de l'énergie, et éventuellement cette énergie-là fera éclater cette confiance-là pour forcer l'homme à une intégration totale de lui-même. L'énergie n'a qu'un but dans le cosmos, l'évolution des principes inférieurs de l'homme. L'énergie, c'est sans personnalité. C'est prépersonnel. L'énergie, c'est sans sentiment. L'énergie, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est la fondation, c'est la base de toute l'organisation universelle à tous les niveaux. Donc, l'énergie, si elle passe à travers les centres évolués de l'homme, amène ces centres-là à se perfectionner. Donc, l'énergie, dans son passage, elle travaille toujours. Mais c'est à l'homme de savoir et de connaître les limites qu'il veut bien s'imposer au niveau de la souffrance qu'elle crée, parce que l'énergie crée toujours la souffrance. L'énergie, elle est toujours en mouvement. Et elle crée toujours des conditions où l'homme se fait prendre, puis se fait prendre, puis se fait prendre. Alors, l'énergie, elle est intelligente. Donc, l'homme se fait prendre, puis se fait prendre, puis se fait prendre. Mais c'est en se faisant prendre qu'il se fait plus prendre éventuellement. Quand il se fait plus prendre, il ne fait plus confiance à l'énergie. Il échange avec l'homme. Il est autonome, il ne vit plus de solitude. Bernard, est-ce votre solitude qui vous pousse à communiquer aussi intensément votre connaissance urantienne? C'est plutôt mon plaisir. C'est plutôt mon plaisir jusqu'à temps que j'ai plus de plaisir. Quand je n'aurai plus de plaisir, je ne le ferai plus. Parce que ça fait partie de ma conscience créative. Donc, dans la conscience créative, il y a un plaisir. Mais si le plaisir disparaissait, autrement dit, pour quelque raison que ce soit des raisons de fatigue ou quoi que ce soit, à ce moment-là, il y aurait un arrêt. Si venait un moment où je serais fatigué de parler de ce que je parle, où j'aurais besoin de parler d'autres choses parce que la vibration serait trop basse dans mon mental, à ce moment-là, je serais obligé d'arrêter pour vivre une certaine expérience, probablement, puis pour en arriver à avoir une autre vibration pour faire d'autres choses. Parce qu'il vient un point où on peut devenir fatigué de répéter, puis de répéter et de répéter des choses, même si elles sont d'une façon différente, mais de répéter des choses qui ont été dites et suffisamment dites. Alors, éventuellement, on veut changer de palier,
Mais on peut simplement changer de palier quand on a subi certains changements vibratoires. Donc, ça, c'est lié à l'énergie, ça fait partie du plan de vie de l'homme. Alors, il y a un plaisir d'en parler, il y a un plaisir de parler parce que c'est créatif, mais lorsque le plaisir disparaît, c'est un signe que c'est temps d'arrêter de parler. Et ici, il était bien marqué de communiquer intensément votre connaissance urancienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma connaissance urancienne, ma connaissance urancienne, ma connaissance urancienne, ma connaissance urancienne. Si ma connaissance est urancienne, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais je n'ai jamais pensé à ça, je pense pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ma connaissance, la connaissance, ma connaissance. En tout cas, ce que je dis, c'est urancien, mais tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant mieux. Mais d'un côté ou de l'autre, ça ne change rien dans la connaissance. Ça ne change rien, la qualité ou le qualificatif. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Je suis urancien? Ça ne change rien à la couleur de ma cravate. En tout cas, vous avez l'air de savoir de quoi il s'agit quand on parle d'urancien. J'aimerais que vous me définissiez qu'est-ce que ça veut dire, une connaissance urancienne. Ah, là, vous me demandez une question. Je peux vous en parler, Urancien veut dire tout ce qui se rapporte à l'évolution du cosmos terrestre. Vous savez, la cosmogonie d'Urancien, c'est pas la fin, c'est le début de la connaissance. Alors, il y a des hommes sur la Terre, moi j'en suis peut-être un, il y en a peut-être d'autres, où la connaissance commence après la connaissance urancienne. Moi, je ne suis pas intéressé à la connaissance urancienne parce que la connaissance urancienne est déjà connue. Moi, je suis intéressé à ce qui n'est pas connu. Et pour être intéressé à ce qui n'est pas connu, il faut que tu parles. Fait que si quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben là, je parle. C'est en parlant que j'apprends ce que je sais. Je ne peux pas penser. Donc, la connaissance urancienne, pour moi, c'est une connaissance qui permettra à l'homme de demain, l'homme plus évolué, l'homme plus ésotérique, l'homme plus occulte, l'homme plus philosophique, l'homme plus intuitif, l'homme plus sensible, l'homme nouveau. Ça permettra à cet homme-là de comprendre les illusions des mots. La fonction de la connaissance urancienne, c'est de permettre à l'homme de comprendre l'illusion des mots. Quand l'homme aura compris l'illusion des mots, il rentrera dans l'énergie des mots. L'énergie des mots, c'est l'énergie qui lui permettra de connaître ou de vivre ce qu'on appelle la fusion. Donc, tant que l'homme va vivre la cosmogonie d'Urantia, il va se meubler l'esprit, donc il va avoir un esprit urancien, mais il ne pourra pas vivre la fusion. Quand l'homme va dépasser, quand l'homme va voir la subtile illusion de la forme qui sert à apporter à la Terre de l'énergie, il entrera dans l'énergie de la forme. Et c'est là que l'homme commencera à vivre la fusion. Quand l'homme avancera dans la fusion, il entrera dans l'infinité de l'énergie, donc il entrera dans l'infinité du mouvement de la conscience universelle. Et c'est à ce moment-là qu'il découvrira au fur et à mesure que lui, en tant qu'outil créant sur le plan matériel cette énergie-là, il découvrira les mystères d'Urantia. Quand l'homme comprendra les mystères d'Urantia, la science de la psychologie, la science de l'évolution, la science de la matière, la science de l'animal, la science de la plante, la science de l'esprit, la science de l'âme, la science du temps, la science du magnétisme, la science du feu, la science de l'orbite terrestre, la science de la conscience de la Terre, la science de l'enfer, la science du ciel, la science de la limite du soleil, la science de la conscience du soleil, la science de l'esprit du soleil, la science de Dieu, la science de l'incorporation de Dieu dans les différents royaumes qui nécessitent la concrétisation de l'esprit humain pour l'accès à ces royaumes, tout ça, graduellement, viendra à l'homme. Donc, l'homme rentrera dans la science cosmique. Quand l'homme rentrera dans la science cosmique, il découvrira les différents aspects de la science cosmique et il pourra automatiquement intégrer l'énergie à son mental, à son vital, à son physique, à son astral, et automatiquement, il ne sera plus homme planétaire, il sera homme cosmique. Donc, à ce moment-là, il aura les clés nécessaires pour transmuter la conscience de son atome, mental, astral, vital, physique, et il pourra se dédoubler, donc il pourra aller dans les terres. Quand l'homme commencera à aller dans les terres, il pourra commencer pour la première fois à converser avec le son. Il pourra à ce moment-là commencer à manipuler le son. En manipulant le son, il deviendra un être créateur, il fera partie de la hiérarchie, il instituera sur la Terre une nouvelle civilisation qui sera plus grande que celle des Atlantes. Donc, il perdra complètement la mémoire du temps et il pourra commencer à créer dans le temps, parce que les terres, c'est la création de l'homme dans le temps.
Et à ce moment-là, l'homme fera partie d'un nouveau cycle d'évolution. Mais à ce moment-là, la cosmogonie durant ça n'aura pour lui aucune signification. Donc, la cosmogonie durant ça, c'est un livre qui est extrêmement important pour l'évolution psychologique, philosophique, spirituelle, occulte de l'homme, mais ça n'a aucune importance pour l'homme réel. Qu'est-ce qui a de l'importance pour l'homme réel? Pour l'homme réel, tout ce qui a de l'importance, c'est le passage de l'énergie dans ses corps pour la transmutation de l'énergie, la codification de l'énergie et l'électrification de ces différentes cellules afin qu'ils puissent éventuellement se servir de la matière d'une façon créative. Et de quelle façon peut-il ouvrir les portes pour que l'énergie passe dans tous ces corps? Les portes, c'est pas lui qui ouvre les portes de l'énergie. Les portes de l'énergie s'ouvrent au fur et à mesure qu'il entre en contact avec des idées qui viennent de la manifestation de l'énergie à travers certains hommes sur la Terre. Les portes s'ouvrent s'il est capable d'absorber le torrent de l'énergie. Il y a changement vibratoire dans ses cellules, il y a changement vibratoire dans son taux original, et éventuellement, il est capable d'absorber une plus grande dose d'énergie, puis une plus grande dose d'énergie, puis éventuellement, il vit l'électrification de ses chakras. Tant que l'homme n'aura pas connu ou ne vivra pas l'électrification de ses chakras, il ne pourra pas réunir, il ne pourra pas faire la connexion magique entre les chakras de son système. Les chakras, les 7 chakras de l'homme doivent être interconnectés par un jeu d'énergie. S'ils ne sont pas interconnectés par un jeu d'énergie, l'énergie ne peut pas passer du haut, descendre vers le bas pour entrer dans la matière. Donc, les seuls pouvoirs que l'homme sur la Terre peut avoir, ce sont des pouvoirs astraux. Ce ne sont pas des pouvoirs qui relèvent de l'éther. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pouvoirs réels. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la magie cérémoniale de l'être de demain. Est-ce que ça pourrait faire partie de ce qu'on appelle la magie noire? Ça fait partie d'une extension de la magie noire à travers les tribunes de la haute astrale du monde moderne. La haute astrale du monde moderne fait partie des hautes formes qui sont contrôlées par des intelligences déjà mortes, des intelligences en ascension, et ce sont des intelligences qui ont tellement de pouvoir que l'homme est incapable de voir au-delà de leur intelligence. Et tant que l'homme n'est pas capable de voir au-delà des intelligences qui sont dans les hautes tribunes de l'astral, l'homme n'est pas capable de faire la connexion électriquement entre ses chakras, donc l'homme n'est pas capable de subir le choc de l'énergie, le passage de l'énergie qui passe de l'éther et qui vient directement dans la matière. Donc l'homme est assujetti dans certaines conditions à des tremblements, à du doute, à une confusion. Il est incapable de vivre et d'être intégral. Il est incapable d'avoir une identité. Il est incapable d'être sur un plan maître de lui-même, sur un autre plan maître de lui-même et sur un autre plan maître de lui-même. Il y a toujours un petit maître au-dessus de lui. Tant qu'il y a un petit maître au-dessus de lui, il est simplement une créature du bon Dieu. Ou un disciple du petit maître. Ou du grand maître. Mais que tu sois un disciple d'un petit maître ou d'un grand maître, tu es un disciple pareil. Si tu es un disciple, tu n'es pas dans ton intelligence. Tu es influencé par l'intelligence de l'autre. Si tu es influencé par l'intelligence de l'autre et tu ne connais pas les relations, les liens karmiques, les liens atlantéens entre toi-même aujourd'hui et ce maître-là, mais à ce moment-là, ça fait partie de ton expérience. L'homme doit en arriver un jour à être totalement autonome, centrique. Une autre question ici, Bernard. Comment identifier la forme qui crée la solitude, le karma, ressenti derrière cette forme? Est-ce qui semble interminable? Est-ce qu'on voudrait bien pour vivre réellement? M. Fromental va peut-être me guider. Je vais continuer. Oui. Je vous suggère d'écrire vos questions au dactylo, si possible. C'est quoi la question? La question ici commence comme ça. Comment identifier la forme qui crée la solitude, le karma ressenti derrière cette forme? Ça marche. Il ne s'agit pas d'identifier la forme qui crée le karma, il s'agit de la détruire. Les gens sont trop pognés dans le karma. Le karma, là, c'est rendu un mot de passe. Tu te casses une patte, c'est du karma. Ton enfant vient au monde, il manque une patte, c'est du karma. C'est tout du karma, là. Ouais, de la mémoire, c'est pas ça. Mais le point n'est pas là, pantoute. Il s'agit pour l'homme de détruire les conséquences de ce qu'il appelle le karma. Autrement dit, il s'agit pour l'homme de détruire les formes qui maintiennent en vigueur la mémoire.
Autrement dit, il s'agit pour l'homme de rendre son esprit puissant, c'est-à-dire de donner à son esprit la chance de se manifester dans sa vie de tous les jours. Et pour que l'homme permette à son esprit de se manifester dans sa vie de tous les jours, pour qu'il soit bien dans sa peau, il faut qu'il mette de côté les formes qui polluent son mental et polluent son émotionnel. C'est aussi simple que ça. Mais l'homme, quand il fait face aux conditions qui sont simples techniquement, mais qui sont difficiles émotivement ou mentalement, il a peur. Il a peur. L'homme a peur de détruire la forme, parce que la forme, c'est devenu pour lui une condition psychologique. Puis souvent, il y a des ramifications, il y a des liens à la forme. L'homme a peur. Et c'est cette crainte-là qui doit éventuellement être éliminée. Et pour qu'elle soit éliminée, c'est pas l'homme qui doit causer ou créer les conditions. C'est la vie. Parce que la vie est toujours évolutive. L'esprit est toujours là. Fait que l'esprit crée des conditions éventuellement qui font en sorte que l'homme vit une crise. C'est dans la crise que l'homme évolue. C'est dans la crise que l'homme détruit la forme. Tant qu'il n'est pas en crise, il ne détruit pas la forme. Il en souffre. Quand il est dans la crise, qui est assez conscient des lois de la forme, qui est assez conscient d'être manipulé par la forme, qui est assez conscient d'être assujetti à la forme, éventuellement, il vient qu'il y a une volonté, qu'il y a une intelligence de plus en plus ferme, de plus en plus forte, et là, il met un terme à la forme. Et là, il évolue, puis éventuellement, la solitude se désagrège. J'en ai plus de solitude. Donc, c'est très important que les gens arrêtent de penser en termes de karma. Les hindous pensent en termes de karma, puis sont assis sur leurs fesses. Nous autres, on commence à être les nouveaux hindous. Le karma, c'est un concept. Et tous les concepts contiennent une forme. Toutes les formes nous lient à une mémoire. Ce qui est réel dans l'homme, c'est sa volonté créative, son intelligence créative et son amour éventuellement réel. C'est tout ça qui est réel dans l'homme. C'est la partie réelle de l'homme. Ce qui empêche la manifestation de ça, c'est une forme. Si ça crée la solitude, il faut que l'homme la détruise. Mais l'homme, il a peur de détruire la forme. L'homme reste prisonnier de la forme. Puis il peut rester prisonnier pendant des années de temps, jusqu'à temps qu'il souffre assez, là. Il y en a assez plein de casse, là, d'être solitaire, de vivre une solitude, là. Que si quelqu'un un soir l'appelle puis il dit, bon, ben, Jean-Paul, là, tu viens-tu au bowling ou ben, tu viens-tu à l'Expo? Il dit, ouais, j'y vais, là. Là, il se donne un coup de pied dans ici, là. Puis là, il va. Fait que là, il s'ajuste. Puis une autre fois, il va. Puis éventuellement, mais là, il commence à trouver que c'est le fun d'aller voir les expos. C'est même que ça marche. Même que ça marche, c'est justement le problème. Même que ça marche. Tout le monde se retrouve au stade, puis les expos sont éliminés, puis là, c'est le grand découragement. Quand tout le monde sera conscient, puis tout le monde sera au stade, il n'y aura plus d'expo. La solitude amène au suicide, mais que penser de celui qui a tellement peur de la mort qu'il ne peut accepter la solitude? Il se suicide-tu, ben il se suicide pas? Faut que tu te décides dans la vie, tu sais. Puis l'autre qui s'est suicidé, puis après, il le regrette. Ah, mais c'est pas drôle. Il y en a qui se suicident puis ils regrettent de l'avoir fait quand ils sont arrivés de l'autre bord, mais il est trop tard. Il y en a bien qui se suicident. Rendu de l'autre bord, il a dit, ouais, j'ai fait une gaffe. Il est trop tard. Puis là, ils sont obligés de revenir encore dans la matière. C'est pas un cadeau. Ceux qui ne se suicident pas, est-ce qu'ils reviennent dans la matière aussi ou... Ça dépend. S'ils en arrivent éventuellement à une conscientisation de leur être, ils n'iront pas, ils ne retourneront pas à l'astral. Ils auront une continuité de conscience, ces êtres-là. C'est ça la nouvelle évolution. Parce que derrière les doctrines ésotériques, on sait bien que ce que ça vaut, l'ésotérisme, mais derrière les doctrines ésotériques, on dirait qu'on attend la fin des temps pour pouvoir être tous capables d'échapper au karma terrestre. Les doctrines ésotériques sont pas fausses. Les doctrines ésotériques sont pas fausses. C'est que les doctrines ésotériques ne se comprennent pas réellement, elles se comprennent philosophiquement. La seule différence entre moi et les doctrines ésotériques, c'est que moi, je détruis la forme de la doctrine pour laisser passer l'énergie. C'est la seule différence.
Il y en a énormément de doctrines ésotériques qui sont très intéressantes, qui sont intelligentes, qui sont prophétiques, qui sont intuitives, qui sont psychiques, qui sont d'ordre du futur. Mais le point n'est pas là. Le point est que l'homme doit rentrer dans son énergie pour pouvoir bien comprendre sa relation avec l'évolution future. Sans ça, il va toujours rester accroché, prisonnier des doctrines ésotériques. Il y en a qui font de l'ésotérisme depuis 40 ans, 50 ans. Hey, c'est long, 50 ans d'ésotérisme. Tu de leur donner un doctorat. Puis plus ils font d'ésotérisme, plus ils se débalancent. Fait que là, c'est plus un doctorat, il faut que tu le donnes. Là, c'est un docteur. Mais il y a des docteurs là. Je passe à une autre question ici, parce que quand je manque d'inspiration, je m'en sauve. Pourquoi un être qui a un comportement alcoolique, il est peut-être aussi alcoolique, souffre constamment de solitude? C'est intéressant, ça. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un livre sur l'alcoolisme un jour. Bien intéressant. L'alcoolisme, les êtres qui sont alcooliques sont des êtres qui ont une grande sensibilité. Et ils ne sont pas capables de contenir l'énergie dans leur plexus solaire. C'est ça qui les mène à l'alcoolisme. Ils ont une grande sensibilité, ces êtres-là. Et l'alcoolisme, ça leur permet de balancer ça. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils vont trop loin, donc ils deviennent alcooliques. Parce qu'ils ont une grande sensibilité. Et le problème des êtres qui ont une grande sensibilité, c'est qu'il leur manque de la volonté. Donc, si tu es sensible et tu as la volonté, tu peux prendre un gin and tonic, mais tu vas en prendre 1, 2 ou 3. Mais si tu es sensible et tu n'as pas de volonté, tu vas en prendre 5, 6, puis 7, puis 8, puis 9. Fait que là, à ce moment-là, tu deviens alcoolique. Donc, le problème des alcooliques, les gens qui sont alcooliques, moi j'en ai rencontré beaucoup, et ce sont des êtres sensibles. Et ce sont des êtres qui souffrent de la sensibilité, qui ne sont pas capables de contenir leur sensibilité. Donc, l'alcool devient pour eux autres une balance, un équilibre. Mais c'est une balance qui détruit le corps physique et qui éventuellement crée en eux un débalancement du corps astral tel qu'ils ne sont plus capables de se servir de leur esprit avec la même agilité qu'elles avaient avant. Donc, qu'est-ce qui se crée dans leur mental? Il se crée de plus en plus d'imagination, de réflexion. Donc, l'homme devient de plus en plus un être qui s'intériorise. Au lieu de s'extérioriser, il s'intériorise. En s'intériorisant, il crée la solitude. L'intériorisation, le phénomène d'aller en dedans de soi, ça c'est bien subtil, ça, bien intéressant. Quand tu vas trop en dedans de toi-même, tu te crées une coque. Tu te crées comme une petite maison. Fait que si tu prends un petit gin ou 4 petits gins dans ta petite maison, éventuellement, tu te sens pas mal bien. Parce que là, dans ta petite maison, là, tu peux te créer n'importe quel fantasme que tu veux. Puis ça devient pire, puis éventuellement, tu te coupes avec le monde extérieur. C'est là la solitude de l'alcoolisme. Pourtant, c'est curieux parce qu'il y en a souvent qui prennent un verre ou plus pour pouvoir justement avoir la facilité de communiquer avec les autres. Ah oui, mais ça dénie pas ce que je dis. C'est simplement un mouvement de l'extérieur pour contrebalancer ce que je dis. Ils souffrent tellement de cette intériorisation-là qu'ils prennent un scotch pour le sortir, pour en arriver à sortir de ça. Il y a une partie des autres qui veulent... Les gens qui sont alcooliques, c'est pas tous des idiots. Alors, ils veulent sortir de cette condition-là. Donc, ils pensent qu'en prenant un verre, ils vont sortir de cette condition-là. Puis c'est pas nécessairement vrai parce que déjà, ils n'ont plus de mémoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de volonté, ils n'ont pas assez de volonté. Donc, s'ils manquent réellement de volonté parce qu'ils sont très, très sensibles et qu'ils ne sont pas capables d'aller au-delà de leur condition psychologique, éventuellement, ils ne pourront plus le faire, ce mouvement-là. Ils ne pourront plus le faire. Ils vont s'intérioriser. Un alcoolique qui prend une petite shot pour essayer de s'extérioriser, c'est déjà un bon mouvement. Mais s'il s'extériorise avec des gens qui sont suffisamment intelligents et qui ont suffisamment d'énergie, éventuellement, il pourra sortir de son alcoolisme puis changer la condition qui balance son corps astral avec une autre. Peut-être que ça sera une parole créative. Alors, s'il rencontre des gens qui ont... Mais s'il rencontre un autre gars qui a la bouteille, comme on dit, non, c'est évident qu'on va finir comme ça toute la soirée. Mais là, tu vas plus nulle part. Mais s'ils rencontrent des gens avec lesquels ils sont capables de parler créativement, la bouteille elle va diminuer, puis éventuellement, ils vont lâcher la bouteille. Moi, j'en connais un parmi les séminaristes qui est un alcoolique. Il prenait une shot,
Puis une grosse shot. Là, il prend moins de shots. Mais moins il boit de scotch, plus il parle à cette heure. Fait que c'est parfait. Il parle. Vous n'êtes pas sa femme. Pardon? Vous n'êtes pas sa femme. Non, je ne suis pas sa femme. Je suis pas sa femme. Peut-être qu'elle aimait mieux le verre que la parlotte. Ah, il a changé de verre pour la parole. Puis la parole créative, la parole consciente, c'est très fort. Ça l'a sorti. Alors, il y a des organisations comme les AA qui font un travail, qui ont beaucoup d'expérience psychologique au niveau de l'alcoolisme. Ça aide beaucoup de monde. Ça revient encore à la fameuse formule dans la première heure où on parlait des génies, parce que très souvent, les gens qui sont géniaux en peinture, en musique, en écriture, ils ont eu souvent, on en voit, qui ont eu des problèmes d'alcoolisme. Oui, Aussi, parce que souvent, les génies sont obligés de vivre leur état psychologique ou leur état de sensibilité seul. Vous savez, les génies, un génie qui communique son idée à quelqu'un de normal, l'autre va dire t'es capoté. Le génie, fait que t'es capoté. Les génies sont toujours capotés vis-à-vis de nous autres. Fait que le gars, qu'est-ce qui se produit? Il souffre. Si ça s'adonne que dans sa vie, il est capable de faire reconnaître son génie, là, il ne souffrira plus. Einstein, quand il a fait sa théorie de relativité, puis que ça a été étudié là, par toutes les grosses bols, là, puis on a dit ouais, ça a bien du bon sens sur ton équation, mais là ça marche. Mais imagine-toi si Einstein avait été pogné avec ça jusqu'à la fin de sa vie, il aurait capoté. Regardez Nietzsche. Nietzsche, c'est un exemple, malgré que Nietzsche avait des facteurs physiques, physiologiques qui l'ont amené à l'insanité. Mais Nietzsche, dans sa compréhension philosophique, dans certaines choses qu'il a dit, a dû vivre ça seul. Le problème des génies, c'est que souvent, il n'y a pas d'oreilles dans le monde pour les écouter. Aujourd'hui, ça change, là. Parce que un homme qui est génial aujourd'hui, qui va mettre sur pied quelque chose d'extraordinaire, souvent, il va être repêché dans le monde par des multinationales pour faire des milliards. Lui, il finit toujours dans le trou. Anyway, mais au moins, il est reconnu. Une fois qu'un génie est reconnu, il est bien. Mais quand tu es un génie et que tu n'es pas reconnu, c'est tough. C'est très tough. je ne veux pas vous envoyer des fleurs, Bernard, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs années de ça, quand vous avez commencé à parler, puis que les salles ont commencé à se remplir, c'était un tout ou rien. C'était ou Bernard à Saint-Jean, ou bien non Bernard avec un public qui le suivent. Parce qu'au début, s'il y en a un qui s'est fait critiquer en public, c'était bien Bernard de Montréal. On disait, il est capoté ce gars-là, il ne sait pas ce qu'il dit. Ça a pris du temps avant qu'on commence à comprendre Bernard. Finalement, comment est-ce qu'on se sent quand on est écouté, quand on a des oreilles quelque part? Comment est-ce qu'on se sent quand on est écouté? Oui. Quand on est écouté. Comment est-ce qu'on se sent quand on est écouté? Je sais pas, moi. Comment est-ce qu'on se sent? On parle plus, je sais pas. Parce que vous avez déjà dit que de parler à des murs, à un moment donné, un gars s'ennuie de parler à des murs. Oui, mais moi, j'ai toujours eu l'attitude personnelle que, d'abord, j'ai toujours dit au monde, croyez-moi pas. Faut que ça a été mon point de départ. J'ai dit, si vous me croyez, vous allez capoter, parce que ça se comprend pas ce que je dis. Ça se sait. Fait qu'en disant au monde, croyez-moi pas, mais au moins on est à libre, le public est à libre, puis moi je suis à libre. En disant au monde, vous comprendrez quand vous le saurez. Quand vous le saurez, vous le comprendrez. C'est bien simple, mais ça ne se comprend pas au niveau de l'intellect. Fait que croyez-moi pas, parce que si vous me croyez, mais là, à ce moment-là, vous allez créer des formes, puis là, ça va devenir une religion. Moi, je vais devenir un gourou ou un madzu, quelque chose, là. Puis je veux pas ça, parce que moi, j'aime ça porter une cravate. Je veux pas porter de robe blanche puis avoir des flammes. Fait que, aujourd'hui, naturellement, il y a plus de monde, puis tout ça, mais c'est normal. Oui, le temps file très rapidement, puis il y a des gens qui optent maintenant pour, j'oserais dire, les doctrines de Bernard de Montréal, ou en tout cas la façon de penser de Bernard de Montréal, mais à certains égards, elle est très opposée au message du Nazaréen, qui lui disait, je suis la voie, je suis la vérité, que celui qui m'aime me suive. Vous dites, lâchez-moi tranquille, je vais aller boire mon coke chez Eaton. Ouais, mais faut considérer le temps. Le Nazaréen, c'est un initié qui parlait à un peuple dans un certain temps qui n'avait pas la psychologie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, imagine-toi aujourd'hui qu'un gars qui arrive sur la scène mondiale puis qui dit « Je suis la vie, la vérité », bon, les gens vont y lancer des tomates. T'imagines-tu, moi, arriver, là, Johnny Carson, là, « Je suis la vie, la vérité », puis la voix... Tu
peux plus parler de même aujourd'hui. Dans ce temps-là, ça se parlait dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, les gens étaient très simples. Dans ce temps-là, l'humanité n'avait pas été amenée au stage de la confusion philosophique. Dans ce temps-là, l'humanité était au stage de la compréhension spirituelle des aspects occultes de la vie à travers des paraboles. Ça fait que... Puis encore, tu vois, il s'est fait accrocher par... comment est-ce qu'il s'appelle? Les Romains, pareil. Mais aujourd'hui, tu peux pas... Le temps change, la psychologie change, tu peux pas parler de même. Ça tient pas de bout. Dans ce temps-là, ça tenait de bout. Si le Nazarien sera dans le monde aujourd'hui, il ne parlera pas de même. Il ne pourra pas parler de même. D'abord, il y aura un autre mental, il y aura une autre personnalité. Il ne pourra pas parler de même. Les temps changent. Tu parles selon les temps. Vous-tu parler en parabole aujourd'hui? Il va dire, on parle du monde. Il aura raison. Les temps changent. Fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de dire au monde, tu es obligé de parler au monde, tu es obligé de dire au monde ce que tu es capable de dire, puis laisse ça là. Si ça a du bon sens, le monde, ils vont le réaliser un jour, ils vont le comprendre un jour, puis si ça n'a pas de bon sens, ils vont fermer le livre. On n'est plus au stage de l'endoctrination, on est à un nouveau stage. Par rapport à ça, le Nazarien, quand il est venu pendant l'évolution. Il est venu pour des raisons occultes que l'homme ne connaît pas. Il est venu pour ouvrir des circuits universels. Donc, automatiquement, le travail qu'il a fait dans ce temps-là, puis le travail qu'il fera aujourd'hui, ce sera deux travaux totalement différents. Totalement différents. Puis le langage serait différent. Fait qu'on peut pas comparer deux époques. Aujourd'hui, les gens qui parlent, les speakers, whatever, ceux qui ont de la jasette, là, ceux qui ont quelque chose à dire, le parlent selon une autre vibration. Mais l'homme, aujourd'hui, entre dans un cycle d'évolution nouveau dont on ne peut plus se laisser imposer des paroles au niveau de la croyance. Je suis la vérité et la vie. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis la voie, la vérité et la vie. C'était bon dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus bon. Mais ça l'a servi de réflexion pour les hommes pendant des siècles de temps. Ça a créé une religion. C'était très important qu'on ait dans le monde occidental une religion pour contrebalancer les éthers astraux des bouddhistes, puis les éthers astraux des mahomédans, puis les éthers astraux éventuels des témoins de Jéhovah, et ainsi de suite, pour qu'il y ait un équilibre dans les éthers astraux. Donc, la religion catholique était très, très importante pour créer une cohésion en Europe. Il y a bien des raisons, ça va loin, la religion. Mais aujourd'hui, puisqu'on entre dans un nouveau cycle où l'homme, pour la première fois, est capable de rentrer dans son intelligence, autrement dit, de devenir intelligent par lui-même sans passer par l'extérieur, tout en comprenant l'extérieur. Il est évident qu'un homme, un initié, à quelque niveau que ce soit, ne peut pas arriver dans le monde pour dire, moi, je vais vous dire une chose, Richard. Il y a des gourous qui viennent des Indes, là, puis sont bien fins, tout ça, tu sais. Puis s'ils font un travail constructif et créatif, ça se sent. Maharishi Yogi, c'est un exemple. Il a fait un travail réellement terre à terre, là, au niveau de la méditation, là. Puis ça, c'est très bon pour le monde occidental. C'est un grand travail qu'il a fait. Mais il y a bien des gens il y a bien des gens à l'intérieur du secte de Maharishi Yogi qui comprennent pas le Maharishi Yogi. Qui comprennent pas. Ils sont bien plus pognés dans la forme que lui. Puis il y a d'autres gourous, là, qui viennent des Indes en 747, là, qui t'envoient de l'eau de rose, là, d'un gros amphithéâtre, puis qui sont la lumière, puis la vie, puis tout ça, là. Moi, je peux rien dire contre le monde. Moi, je suis pas dans le monde pour dire, bon, ben, écoute, lui, tu le crois, puis lui, tu le crois pas, puis lui, il est fin, puis lui, il est pas fin. C'est pas ça, ma job. Ce que je fais dans le monde, c'est simplement pour dire au monde, apprenez à vous protéger contre le mensonge. Parce que le mensonge, même ceux qui sont dedans, ils ne savent pas. Fait que quand les gens sont dans le mensonge, puis qu'ils ne savent pas, toi, t'es bien pogné. S'ils savent, ben à ce moment-là, ils ont leur raison, ils comprennent. Si tu comprends les lois du mensonge cosmique, moi, je m'en sers des lois du mensonge cosmique tout le temps. Moi, il n'y a rien. Il n'y a peut-être pas un homme sur la terre qui est plus capable que moi de se servir de la forme et de créer le mensonge cosmique pour amener l'homme à une autre étape d'évolution,
pour détruire ça. Moi, je détruis tout ce que je fais, oui. Je dis quelque chose, je le détruis, puis je dis quelque chose, je le détruis, puis je dis quelque chose, je le détruis, je dis quelque chose, je le détruis. Quand les gens sont arrivés au niveau vibratoire, là, qui croient, puis pas en tout ce que je dis, là, je suis content. Ça, c'est ce que je fais. Pour que les gens rentrent dans leur énergie. Mais si les gens sont pris dans le mensonge cosmique, ils ne le comprennent pas, ils ne réalisent pas les lois du mensonge cosmique, à ce moment-là, ceux qui viennent après eux autres peuvent être dans des beaux draps. Puis c'est ça. Il est là le conflit entre ma personne, si tu veux, là, ma personne, puis tout ce qui se passe ésotériquement dans le monde. Donc, les maîtres qui connaissent et qui comprennent les lois du mensonge cosmique vont travailler automatiquement en fonction de l'élévation de l'intelligence de l'homme, non pas en fonction de l'abrutissement de l'intelligence de l'homme pour que cette intelligence-là soit éventuellement, pour une raison ou une autre, même si c'est une raison spirituelle, dominée. Il ne faut pas que l'homme soit dominé. L'homme est rendu intelligent, on est préparé, on a passé toutes les évolutions, la progression des involutions. Aujourd'hui, on est capable de créer des cerveaux électroniques. Donc, on n'est plus des yo-yo. Mais il y a un domaine où on est facilement en-yo-yoté. C'est l'ésotérisme, la spiritualité, l'occulte. Donc, moi, de ma part à moi, là, mon combat dans le monde, si tu veux, mon combat, mon travail, là, c'est ça. C'est de dire, bon, mais on est bien intelligent, on est capable de créer des cerveaux électroniques, mais on ne sait pas jusqu'à quel point notre propre cerveau peut être contaminé par d'autres conditions. C'est ça mon travail, c'est simplement ça. Puis je dis au monde, mais croyez-moi pas, parce que si vous me croyez, mais à ce moment-là, vous faites exactement ce que je veux pas que les gens fassent. Je dis au monde, l'homme est fondamentalement intelligent, mais il y a trop en lui d'émotions et d'intellect pour qu'elle passe cette énergie-là. Fait que je détruis les femmes, puis je détruis les femmes, puis je détruis les femmes, puis je détruis les femmes. Je vais toujours les détruire, les femmes. Mes livres qui vont sortir vont créer un cataclysme dans le monde sur le plan psychologique. Ça va être écœurant. Puis ça va être pourquoi? Ben, je vais me cacher dans ce temps-là. Tu penses pas que moi... Mais ça va être pour détruire des femmes, pour que les gens en arrivent à être totalement dans leur intelligence. Puis quand l'homme sera dans son intelligence, il pourra comprendre les formes. Les formes, il y en aura toujours des formes. Il y en a toujours des formes. Mais il faut les comprendre, il faut les voir, il faut voir à travail. Quand l'homme voit à travail des formes, il est correct. T'es plus affecté. T'es plus affecté, t'es bien. C'est là que t'es bien dans ta peau. Mais c'est long parce qu'on a de la mémoire, on pense. Hey, c'est pas un cadeau, penser. Moi, je voudrais pas penser une minute. Terrible. Puis plus qu'on pense, mais plus on se crée des formes. Fait que c'est un cercle vicieux. Jusqu'à temps qu'on réalise que notre pensée, les lois de notre pensée, là, que j'explique souvent de temps en temps, là, puis quand on est capable de faire confiance à notre énergie, à notre intelligence, c'est là qu'on commence à détruire les formes de notre pensée, de notre émotion. Puis c'est ça l'initiation solaire. Si tu veux donner un mot à quelque chose, là, bon ben c'est ça. C'est ça l'intégration de l'homme, c'est ça l'évolution future de l'homme. Et ceux qui vont vibrer de ça, ceux qui vont rentrer dans cette évolution-là, ils n'ont pas le choix, ils sont déjà marqués. Ils ont déjà la résonance. Si tu mets un cristal sur la table, puis tu fais vibrer le cristal sur la table, il y a déjà la vibration. Fait que tu prends ta clé, tu frappes la clé, le cristal, il va vibrer. C'est automatique, il y a la vibration. Fait que si le cristal, il dit, moi, je suis chanceux, je suis plus évolué que l'autre cristal, là, à ce moment-là, il va diminuer sa vibration. Fait qu'on a toute une vibration. Toi, t'en as une vibration, moi, j'en ai une, Joe Blue, il en a une vibration. Puis si ça passe, cette énergie-là, ça fait vibrer ce qu'on appelle notre conscience. Vous m'expliquez ça, la conscience, un jour. C'est comique, ça. C'est un autre mot, ça veut rien dire. Mais un jour, vous m'expliquez ça, la conscience. Mais quand on va pouvoir vibrer au niveau de nos corps subtils à l'énergie cosmique, on aura une conscience cosmique. Donc, on comprendra n'importe quoi. Tout se comprend. Ça serait le thème de notre prochaine rencontre, la conscience. Il me reste une question ici, Bernard, peut-être une pour finir en beauté sur la solitude. Pourquoi les gens vivant près de la nature, à la campagne, parlent très rarement de solitude? Les gens qui vivent à la nature et à la campagne ont plus de possibilités de balancer leur corps astral. Ils sont moins confinés à des espaces psychologiquement conditionnés par la compression sociologique des grandes villes. Il y a la vache dans le champ, il y a le chien, ils peuvent parler au chien, ils peuvent parler à la vache, ils peuvent aller chercher une pomme, ils peuvent tomber en amour avec la pomme. Tu sais, il y a tout ça d'aspects dans la vie rurale qu'on n'a pas en ville. L'espace est plus vaste.
Il y a moins de limitations psychologiques sur l'homme. Le corps astral peut se manifester plus librement. Tu peux enlever tes culottes et te coucher dans le champ. Tu peux pas faire ça sur la Sainte-Catherine. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Alors, l'homme en campagne a tendance à s'ennuyer moins que l'homme de la ville. Mais c'est subtil. Parce que l'homme de campagne, pour qu'il s'ennuie moins, il faut qu'il soit actif. Tandis que l'homme de la ville, il peut très bien prendre le métro puis aller au forum. Il ne sera pas actif, il va être passif, mais il y a tellement d'énergie qu'il va le bombarder qu'il ne s'ennuiera pas. C'est qu'en sortant du forum qu'il va s'ennuyer. C'est comme quand tu vas au vu, ça marche. Quand tu vas au vu, tu t'ennuies pas, tu penses pas. Ça rentre, comprends-tu? Mais aussitôt que tu sors du théâtre, là, tu t'ennuies. Parce que le gars est tombé en amour avec la fille, puis tout est seul. T'sais. Fait que pendant que tu vivais le film, mais il y avait un processus d'osmose. Il y avait une sympathie entre toi et la fille. T'sais? Le gars, tu t'en occupais pas, il n'y a pas de jalousie dans le théâtre. T'sais? Mais c'est quand tu sors, tu es obligé d'aller chez Burger King, manger un burger, je te jure que là, puis tu as encore la mémoire du film. Si tu n'avais pas la mémoire du film, tu serais correct. Tu n'auras pas l'émotion du film. Mais comme tu as la mémoire du film, mais tu t'ennuies. Puis il y en a qui sortent du théâtre, ils ont les mouchoirs, puis tout. Tu te laisses. Fait que l'ennui de la ville puis l'ennui de la campagne est différent. Il y a des gens en campagne qui s'ennuient, mais les gens en campagne, s'ils sont ruraux de nature, s'ils sont capables de vivre là, ben, ils vont se créer un environnement qui est moins fluctuatif qu'en ville, donc ils ont plus de chances de se stabiliser émotivement qu'en ville. Tandis qu'en ville, si tu perds ta job, si tu perds ta femme, ton mari, si tu es tout seul, si tu as un gros nez, tu sais, puis chaque fois que tu rencontres le gars, il dit « Maudit que tu as un gros nez », tu sais. Mais à ce moment-là, il faut que tu changes la condition de ton nez. Il va te faire opérer, change ton nez. Puis le gars, quand tu vas le revoir, il va être content. Et là, il va te marier. Il faut changer la forme. Fait que, faut changer la forme. Par contre, tu peux rencontrer quelqu'un qui va dire, t'as un gros nez, mais c'est pas grave. C'est une belle intelligence, t'as des beaux sentiments. Ça dépend de qui tu rencontres. Si tu rencontres un gars qui est bien fossé, puis qui se regarde dans le miroir à tous les jours, qui est pas mal beau, puis toi, t'as un gros nez, mais c'est évident que tu vas être obligé de changer ton nez. Mais si tu rencontres un gars qui est bien ordinaire, mais qui a un grand esprit, un grand intérieur, puis qui voit ton nez, il ne verra même pas ton nez. À ce moment-là, ben, tu peux faire des petits qui n'auront pas de nez. C'est là-dessus qu'on va se laisser, Bernard. Le mois prochain, j'ai l'impression que ça va s'intituler « La conscience ». Merci, Bernard de Montréal.